À Songandi, sous le volcan, 500 millions de carats sont repérés et tout vacille. Dans le même mouvement, une autre projection plane, jusqu'à 40% de biodiversité locale pourrait s'effacer si l'exploitation devient intensive, comme si la richesse et la perte avançaient côte à côte. Alors, pour ceux qui observent le Burkina Faso, que signifie la décision qui attend Ibrahim Traoré? Signer vite ou encadrer d'abord, quand la pression diplomatique monte déjà en arrière-plan? Une décennie peut basculer d'un seul choix et le pays retient déjà son souffle. Ce récit ne cherche pas à vendre un Eldorado, mais à suivre une mécanique de pouvoir déclenchée par un chiffre: 500 millions de carats sous Songandi. Pour le public, l'enjeu est simple: comprendre qui protège la valeur. Derrière les annonces, les trois lignes se croisent comme déjà: la fin d'investissement, le risque de capture par quelques cercles et la fragilité écologique autour du volcan. Si la décision est trop rapide, les contrats peuvent nous verrouiller vers la souveraineté avant même que l'État n'ait posé ses garde-fous. Si elle était trop lente, la fenêtre politique peut se refermer sous la pression extérieure et l'impatience intérieure. Le fil conducteur sera donc la méthode, pas le spectacle. Comment une commission nationale, une transparence annoncée et des consultations locales peuvent ou non tenir face aux offres, aux mémos urgents et aux manœuvres de contournement. Et une question reste ouverte volontairement: à quel moment la prudence devient-elle un coup et à quel moment la vitesse devient-elle un piège? La mini-révélation tient en une donnée brute: 500 millions de carats estimés sous Songandi, un volume qui fait changer d'échelle le Burkina Faso en quelques heures. Ce chiffre ne circule d'abord que dans les cercles techniques, mais il suffit à déclencher une réaction en chaîne. Briefing urgent, demande de confirmation croisée et première comparaison avec des zones diamantifères dominantes du marché mondial. L'enjeu n'est plus seulement national, il devient immédiatement régional et stratégique. Le contexte explique pourquoi l'onde est si rapide. Le Burkina Faso sort de décennies de fragilité économique avec des marges budgétaires étroites et une forte dépendance aux arbitrages extérieurs. Dans le Sahel, chaque découverte majeure agit comme un accélérateur. Elle attire les capitaux, mais aussi les influences, les rivalités et les tentatives de verrouillage précoce. Les précédents régionaux montrent que la vitesse de réaction compte autant que la taille du gisement. C'est ici qu'apparaît Ibrahim Traoré, non comme un héros spectaculaire, mais comme un point de stabilisation. Là où l'attente populaire monte, il impose un temps d'arrêt: création d'une commission nationale, phase d'analyse croisée et refus des discussions contractuelles immédiates. Cette posture vise à absorber le choc avant qu'il ne se transforme en contrainte politique irréversible. Le cadre devient alors clair. Songandi n'est pas seulement une promesse minérale, c'est un stress test institutionnel. La question suspendue depuis le début trouve son premier ancrage. Un État peut-il ralentir volontairement quand tout autour de lui pousse à accélérer? Dans cette phase initiale, Ibrahim Traoré devient un repère plus qu'un centre dramatique. Sa posture tranche avec les réflexes observés ailleurs lors de découvertes comparables. Pas d'annonce spectaculaire, pas de négociations éclairs, mais une organisation méthodique du temps. Il privilégie la densité à la vitesse, convaincu que les premières semaines déterminent souvent la trajectoire de plusieurs années. Sur le terrain, cette orientation produit des effets rapides et visibles. Des équipes administratives sont envoyées autour de Songandi pour sécuriser le périmètre, suspendre les activités informelles et expliquer les premières mesures aux habitants. Dans des villages rarement consultés en amont de décisions nationales, cette présence surprend. Des témoins décrivent une atmosphère prudente, presque suspendue.
où l'espoir est contenu par la crainte de revivre des précédents douloureux observés dans d'autres régions du Sahel. Au niveau national, la communication officielle insiste sur 3 points: transparence future des contrats, implication de la société civile et coordination avec des experts environnementaux. Cette ligne ne dissipe pas toutes les inquiétudes, mais elle évite l'émergence immédiate de fractures internes. Les organisations civiles, souvent marginalisées dans les phases initiales, se retrouvent intégrées dès le début du processus, ce qui modère la contestation potentielle. Ces impacts précoces révèlent une logique simple mais déterminante. La richesse n'agit pas seule. La manière dont elle est annoncée, expliquée et encadrée façonne les attentes collectives. Dans ce contexte, la méthode défendue par Ibrahim Traoré commence déjà à produire un effet politique mesurable. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion initiale écrit la trajectoire future. Tout commence au moment précis où la Commission nationale reçoit la confirmation technique. Les signaux sous Songandi ne sont pas des interférences, mais l'indice direct d'un gisement massif. L'information circule d'abord dans un cercle restreint d'ingénieurs et de géologues, puis remonte vers les instances politiques. À cet instant, l'échelle change. Le périmètre autour du volcan est sécurisé, les activités informelles sont suspendues et des équipes mixtes sont mobilisées pour comparer les relevés existants. En quelques heures, le pays se contracte autour d'un seul impératif: comprendre exactement ce qui vient d'être révélé. La montée en tension s'opère lorsque les images satellitaires confirment l'ampleur exceptionnelle de la formation diamantifère. Les analyses convergent vers la même conclusion. Le volume estimé dépasse tout précédent national connu. Cette certitude agit comme un amplificateur. Les multinationales transmettent des propositions préliminaires. Des ambassades demandent des briefings urgents, des analystes régionaux évoquent un point de bascule pour l'équilibre économique du Sahel. Les médias internationaux multiplient déjà les lectures opposées, oscillant entre promesses d'Eldorado et risques d'instabilité accélérée. Au centre de cette séquence se trouve Ibrahim Traoré. Il refuse d'ouvrir des négociations précipitées et renvoie systématiquement les offres vers la Commission nationale. Chaque message diplomatique est traité avec distance. Chaque proposition est replacée dans un cadre institutionnel strict. Cette posture ralentit volontairement le rythme au prix d'une irritation visible chez certains acteurs étrangers habitués à des accès rapides. Un bras de fer discret s'installe. Certains pays insistent pour accélérer le calendrier. D'autres proposent des contrats conditionnels. Quelques entreprises tentent d'agir en marge des canaux officiels, cherchant à contourner les filtres établis. Viennent ensuite les répliques silencieuses, moins visibles, mais tout aussi structurantes. À l'intérieur du pays, les discussions se déplacent vers la redistribution future des revenus. Des craintes émergent: captation par les élites, marginalisation des communautés proches du volcan, corruption à long terme. Les organisations civiles réclament des garanties concrètes et des mécanismes de contrôle indépendants. Dans les provinces du Sahel, la rumeur enfle, se propage dans les marchés et les réunions locales. Qui profitera réellement de Songandi? À l'extérieur, les signaux deviennent plus contrastés. Les offres d'investissement se font plus généreuses, mais aussi plus intrusives. Les avertissements sur la pollution, la fragmentation sociale et les risques politiques s'intensifient. Certains partenaires projettent déjà des scénarios divergents, allant d'un renforcement stratégique du Burkina Faso à une instabilité régionale accrue en cas de gouvernance défaillante. Dans cette succession d'événements, une conclusion provisoire se dégage. Songandi n'est pas seulement une richesse minérale, c'est un accélérateur politique
Un révélateur des forces qui gravitent autour du pays et un test de la capacité des institutions à tenir sous pression. La phase initiale est désormais close. La trajectoire future dépendra de la solidité de ce cadre face aux chocs qui s'annoncent. La ligne de base est désormais clairement posée puis immédiatement dépassée. 500 millions de carats estimés sous Songandi constituent un volume qui propulse le Burkina Faso hors de sa catégorie habituelle dans l'industrie diamantifère. Jusqu'ici, le pays occupait une place marginale dans les classements extractifs mondiaux. Avec ce seul chiffre, il entre potentiellement dans un autre ordre de grandeur. Ce basculement ne relève pas d'une promesse politique, mais d'une comparaison technique avec des gisements déjà exploités ailleurs, utilisés comme référence par les ingénieurs et les analystes. Le premier écart se mesure sur le plan budgétaire. Les projections financières préliminaires évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteint un régime complet. Cette estimation n'est pas présentée comme un engagement public, mais comme une extrapolation issue de modèles standards du secteur. Elle sert de repère interne pour mesurer l'ampleur du choc potentiel. Un tel delta modifierait mécaniquement les priorités de l'État. Marge d'investissement inédite, capacité accrue de financement des infrastructures et repositionnement du pays dans les négociations régionales. Mais cette courbe ascendante comporte un effet secondaire immédiat. Elle attire les convoitises et accélère la pression extérieure. Le deuxième indicateur introduit une tension plus difficile à arbitrer. Les études environnementales initiales estiment qu'une exploitation intensive pourrait entraîner une réduction allant jusqu'à 40% de la biodiversité locale autour du volcan Songandi. Ce chiffre ne relève pas d'un scénario extrême isolé. Il s'appuie sur l'observation de sites comparables en Afrique de l'Ouest, où l'activité minière a progressivement fragilisé les écosystèmes, réduit les terres exploitables et dégradé les ressources en eau. Un tel impact dépasserait largement la sphère écologique. Il toucherait directement les moyens de subsistance agricole et pastoraux des populations locales. Pris ensemble, ces trois repères, volume exceptionnel, choc budgétaire potentiel et coût environnemental élevé, structurent désormais tout le débat national. Chaque donnée impose une cadence différente. La richesse pousse à accélérer. Le risque écologique oblige à freiner. Entre les deux, la gouvernance tente de maintenir un équilibre instable. C'est précisément dans cet interstice que se situe la marge de manœuvre politique. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des arguments isolés, mais des contraintes simultanées. Ralentir permet de renforcer les garde-fous institutionnels, mais alimente l'impatience d'une population qui attend des bénéfices tangibles. Accélérer répond aux attentes économiques, mais augmente la probabilité de dérives irréversibles. Les documents internes consultés par la Commission nationale insistent sur un point récurrent. La captation de valeur par des multinationales ou des élites locales constitue le risque central si le cadre n'est pas solidifié avant la signature des contrats. Sur le terrain, ces données chiffrées deviennent des éléments du quotidien. Dans les villages proches de Songandi, les habitants les reprennent, les interprètent, les transforment en récits d'avenir. Pour certains, elles annoncent une sortie possible de la pauvreté chronique. Pour d'autres, elles rappellent des précédents douloureux où l'abondance n'a laissé derrière elle que des sols dégradés et des promesses non tenues. Cette polarisation sociale n'est pas anecdotique. Elle conditionne déjà le niveau d'acceptation des décisions à venir. Dans les cercles diplomatiques, les mêmes chiffres jouent un rôle stratégique. Ils justifient des propositions d'investissement plus agressives, assorties de clauses techniques ou logistiques complexes. Ils révèlent aussi la profondeur des rivalités autour du Sahel, où chaque nouvelle ressource redessine les rapports de force. Ainsi,
Les données ne décrivent pas seulement un gisement, elles tracent la carte des pressions qui convergent désormais vers le Burkina Faso et définissent les limites dans lesquelles toute décision devra s'inscrire. Deux positions structurent désormais le débat autour de Songandi, chacune appuyée sur des arguments solides et difficilement réfutables à première vue. La première plaide pour l'accélération. Ses défenseurs estiment que le Burkina Faso ne peut se permettre d'attendre alors qu'une fenêtre historique s'ouvre. Selon eux, et un gisement de cette ampleur perd de sa valeur politique s'il n'est pas rapidement transformé en investissement concret. Il rappelle Jean que les besoins sociaux sont immenses, que la jeunesse attend des emplois visibles et que retarder l'exploitation revient à laisser d'autres acteurs régionaux renforcer leur influence. Dans cette logique, la vitesse devient une forme de protection, signée tôt pour garder la main. La seconde lecture adopte une prudence inverse. Elle s'appuie sur une série de précédents africains où l'exploitation rapide a précédé des crises durables. Pour ses partisans, la richesse brute n'a jamais suffi à stabiliser un État. Ils insistent sur les risques de captation par des élites, de corruption systémique et de dégradation environnementale irréversible. Le chiffre de 40% de biodiversité potentiellement perdue agit ici comme un signal d'alarme. Accélérer sans cadre strict, selon eux, revient à échanger une fragilité économique contre une fragilité politique et sociale plus profonde. Ces deux positions ne sont pas caricaturales. Chacune identifie un risque réel. L'accélération peut produire des bénéfices rapides, mais fragiliser la souveraineté à long terme. La prudence peut préserver les institutions, mais créer une frustration sociale si les retombées tardent trop. Le point aveugle apparaît lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Accélérer sans contrôle transforme la richesse en vulnérabilité. Ralentir sans perspective transforme la méthode en inertie. C'est précisément là que la ligne défendue par Ibrahim Traoré tente de s'inscrire. La réfutation centrale ne nie aucun des deux camps. Elle les encadre. Transparence annoncée, commission nationale renforcée, implication de la société civile et refus des engagements précipités constituent une tentative de conciliation stratégique. L'objectif n'est pas de choisir entre vitesse et prudence, mais de conditionner l'une à l'autre. Dans ce cadre, l'accélération n'est acceptable que si les garde-fous sont déjà opérationnels, et la prudence n'est légitime que si elle débouche sur des étapes mesurables. Ainsi, le débat ne se résout pas par un choix binaire, il se déplace vers une question plus exigeante. Quelles conditions minimales doivent être réunies pour que la richesse cesse d'être un risque et commence à devenir un levier durable? Le basculement intervient lorsque le débat cesse de porter uniquement sur le volume du gisement et se déplace vers un facteur moins visible mais décisif, l'adhésion sociale. À ce stade, Songandi n'est plus seulement évalué en carat ou en projection financière, mais en capacité collective à encadrer une pression inédite. Les premières consultations nationales révèlent une tendance claire. Une majorité des participants acceptent le principe de l'exploitation à condition qu'elle soit strictement contrôlée et que les bénéfices soient redistribués de manière lisible. Ce signal, discret mais réel, modifie l'équilibre du rapport de force. La richesse cesse d'être un objet imposé par le haut pour devenir un sujet négocié. Les organisations civiles, les représentants locaux et certains acteurs économiques convergent sur un point commun. Sans transparence, aucune manne ne produira de stabilité durable. Cette convergence n'élimine pas les tensions, mais elle crée un socle minimal de confiance, rare dans ce type de séquence. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un pivot stratégique. Sa méthode prudente, initialement perçue comme un frein, gagne en légitimité politique.
En intégrant la société civile dès cette phase, il transforme un risque potentiel de fragmentation en ressources politiques supplémentaires. Le soutien populaire, même conditionnel, devient un levier face aux pressions extérieures. À partir de là, la question centrale se reformule. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment exploiter Songandi, mais comment maintenir cette cohésion naissante lorsque les décisions concrètes commenceront à produire des gagnants et des perdants. Pour les populations, l'enjeu est immédiat et tangible. Si la gouvernance reste transparente, les revenus issus de Songandi peuvent enfin irriguer des services publics longtemps sous-financés. Écoles rénovées, centres de santé équipés, routes reliant des zones enclavées. Dans les villages proches du volcan, l'espoir se formule en termes simples, voir des améliorations visibles avant que la patience ne s'érode. Mais le scénario inverse est tout aussi présent dans les discussions locales. Si la redistribution se concentre dans quelques cercles, la frustration peut rapidement se transformer en contestation. Les expériences passées dans le Sahel ont montré que l'inégalité perçue pèse parfois plus lourd que la pauvreté elle-même. Pour le tissu entrepreneurial, Songandi représente une opportunité de chaîne. Transport, logistique, construction, services techniques, l'ensemble de l'écosystème économique pourrait bénéficier d'un effet d'entraînement. Les petites et moyennes entreprises burkinabées, souvent freinées par l'accès limité au capital, pourraient trouver une place nouvelle si des clauses de contenu local sont effectivement appliquées. À l'inverse, sans régulation ferme, le risque est clair. Des multinationales capables d'absorber les coûts initiaux peuvent capter l'essentiel de la valeur ajoutée, reléguant les acteurs nationaux à des rôles périphériques. La Commission nationale identifie précisément ce point comme une ligne rouge à ne pas franchir. Pour l'environnement et les communautés locales, les conséquences sont potentiellement irréversibles. La perspective d'une réduction pouvant atteindre 40% de la biodiversité locale dépasse la seule question écologique. Elle menace directement les moyens de subsistance agricoles et pastoraux, déjà fragilisés par les chocs climatiques. Pollution de l'eau, pression sur les sols, déplacement de population. Chaque impact environnemental se traduit rapidement en tension sociale. C'est pourquoi les experts insistent sur des normes strictes avant toute extraction, un principe que Ibrahim Traoré a jusqu'ici présenté comme non négociable. Pour l'équilibre régional, enfin, les effets dépassent les frontières nationales. Un Burkina Faso, renforcé par une ressource de cette ampleur, deviendrait un acteur central du Sahel. De nouveaux partenariats émergeraient, mais aussi de nouvelles rivalités. Les services diplomatiques observent déjà une intensification des offres et des demandes d'accès privilégiés. Si la gouvernance tient, le pays peut gagner en autonomie stratégique. Si elle échoue, l'instabilité interne risque de se diffuser, alimentant des frictions régionales durables. À travers ces quatre groupes, une constante apparaît. La richesse n'est jamais neutre. Elle amplifie ce qui existe déjà. La manière dont Ibrahim Traoré arbitrera entre protection sociale, ouverture économique, préservation environnementale et équilibre géopolitique déterminera si Songandi devient un facteur de cohésion ou un multiplicateur de tensions. Le premier scénario, Judy de base, repose sur une ouverture contrôlée et une pression extérieure contenue. Si l'État maintient le cadre annoncé, transparence des contrats, audit régulier, sélection limitée de partenaires, alors les premiers accords peuvent être signés sans rupture institutionnelle. Les investissements arrivent de manière graduelle, les recettes commencent à se matérialiser et les services publics reçoivent des financements ciblés. Dans cette trajectoire, la stabilité dépend d'un facteur précis, la capacité administrative à gérer des contrats complexes et à faire respecter les clauses de souveraineté.
Si cette capacité tient, l'équilibre reste fragile mais fonctionnel. Le second scénario, optimiste, suppose une discipline politique soutenue et une cohésion sociale consolidée. Si les normes environnementales sont établies avant l'exploitation, si les communautés locales participent réellement aux décisions et si les entreprises acceptent des règles strictes, alors la redistribution devient visible dès les premières phases. L'éducation, la santé et les infrastructures bénéficient d'investissements lisibles. La confiance entre population et institutions se renforce, ce qui réduit la conflictualité. Dans cette configuration, le Burkina Faso peut devenir un cas rare de gestion équilibrée des ressources dans le Sahel, attirant des partenariats durables sans perdre son autonomie stratégique. Le troisième scénario, critique, découle d'un choix mal calibré. Si l'État privilégie une exploitation entièrement nationale sans disposer des capacités techniques suffisantes et ou s'il ferme excessivement l'accès aux partenaires compétents, le rythme d'extraction ralentit fortement. Les revenus tardent à apparaître, la frustration sociale augmente et les pressions diplomatiques s'intensifient. À l'inverse, une ouverture trop rapide sans garde-fou expose le pays à des contrats déséquilibrés, à des dégâts environnementaux et à une perte de contrôle politique. Dans les deux cas, la crédibilité institutionnelle s'érode et les tensions internes deviennent plus difficiles à contenir. Ces scénarios ne prédisent néanmoins pas l'avenir. Ils décrivent des chemins conditionnels. Si les décisions renforcent la capacité de correction, alors le pays conserve des options. Si elles verrouillent trop tôt la trajectoire, alors les marges de manœuvre se réduisent rapidement. La recommandation mentale est donc claire. Évaluer chaque choix non par son effet immédiat, mais par la manière dont il modifie l'éventail des options futures. Dans cet horizon, la responsabilité d'Ibrahim Traoré ne se mesure pas à la vitesse des signatures, mais à la capacité de préserver le droit d'ajuster la trajectoire lorsque les effets réels de Songandi commenceront à se manifester. Au-delà des institutions et des marchés, Songandi touche directement la trajectoire des individus, et c'est à ce niveau que la crédibilité de la gouvernance se joue durablement. Pour de nombreuses familles, la découverte réactive un espoir ancien, celui de services publics enfin fiables. L'idée que les revenus puissent financer des écoles fonctionnelles, des centres de santé équipés ou des routes praticables modifie la projection du quotidien. Mais cet espoir reste conditionnel. Les ménages savent que l'écart entre annonce et réalisation peut être long, et que l'attente non satisfaite produit souvent plus de colère que l'absence totale de promesses. Du côté des jeunes générations, majoritaires dans le pays, l'enjeu est encore plus structurant. Songandi est perçu comme un possible point d'entrée vers des métiers qualifiés, des formations techniques et des opportunités entrepreneuriales liées à la logistique, à l'ingénierie ou aux services spécialisés. Cette projection crée une ouverture mentale nouvelle. Le futur ne se limite plus à l'émigration ou à l'économie informelle. Toutefois, cette dynamique dépend entièrement de la clarté du cadre. Sans règles lisibles et sans accès équitable, les attentes peuvent rapidement se transformer en désillusion collective. Le troisième angle concerne le lien entre citoyens et État. Les consultations organisées autour du volcan ont généré un sentiment rare, celui d'être associé à une décision nationale majeure dès son origine. Cette impression, encore fragile, constitue un capital politique précieux. Si elle est entretenue par des actes cohérents, elle peut renforcer la confiance institutionnelle. Si elle est trahie, elle risque au contraire d'aggraver la défiance déjà installée. Dans ce contexte, la posture méthodique d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus intime. Elle n'est plus seulement perçue comme une stratégie étatique, mais comme un test de sincérité. Songandi devient ainsi un révélateur.
non pas de la richesse du sous-sol, mais de la qualité du contrat social que le pays est capable de construire. Transformer Songandi en facteur de stabilité plutôt qu'en source de fracture suppose une architecture de décision claire, progressive et vérifiable. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Elle doit passer d'un rôle principalement consultatif à une fonction réellement décisionnelle, intégrant davantage d'experts indépendants, de représentants locaux et d'acteurs de la société civile. Ce renforcement vise à créer un filtre solide entre la pression extérieure et l'intérêt public, tout en donnant une légitimité durable aux arbitrages rendus. La deuxième étape porte sur l'encadrement environnemental. Avant toute extraction, des normes strictes doivent être définies et rendues opposables. Elles concernent la protection de la biodiversité, la gestion de l'eau et la restauration des sols. Ces règles ne peuvent être symboliques. Elles doivent s'imposer aussi bien aux entreprises qu'aux institutions nationales, afin d'éviter que la logique économique n'érode progressivement les écosystèmes déjà fragiles du Sahel. Vient ensuite la sélection des partenaires. Plutôt que d'accepter ou de refuser en bloc les acteurs étrangers, l'État peut choisir un nombre limité de partenaires répondant à des conditions rigoureuses. Publication des contrats, audit régulier, transfert de compétences et obligation de contenu local. Cette approche permet de capter l'expertise nécessaire sans abandonner la souveraineté stratégique. La quatrième étape concerne la redistribution des revenus. Une feuille de route publique doit préciser comment les recettes seront allouées avec des priorités clairement identifiées. Éducation, santé, infrastructures et programmes locaux. La lisibilité de cette redistribution est essentielle pour prévenir la frustration sociale et ancrer la confiance dans la durée. Enfin, la cinquième étape repose sur la continuité du dialogue. Des consultations régulières avec les communautés locales et la société civile permettent d'ajuster les décisions en fonction des effets réels observés. Cette capacité de correction devient un indicateur central de gouvernance. À travers ces étapes, une idée s'impose. La méthode défendue par Ibrahim Traoré ne cherche pas à ralentir indéfiniment, mais à construire un cadre capable de résister au temps et aux pressions. Au tout début, un habitant parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle devant l'inconnu. Ce motif revient maintenant chargé d'un sens différent. L'attente n'est plus seulement scientifique ou économique, elle est devenue collective, presque intime. Elle traverse les villages proches de Songandi, les quartiers urbains et même les capitales étrangères qui observent chaque geste du Burkina Faso. Dans ce moment étiré, Ibrahim Traoré incarne une forme de constance rare. Son refus des décisions hâtives, son insistance sur la méthode et son ouverture mesurée à la participation collective redonnent de la de la valeur au temps long, souvent absent des trajectoires politiques régionales. La richesse minérale cesse d'être le symbole central. Elle devient un révélateur, celui de la capacité d'un État à rester maître de ses choix sous pression. Lorsque certains habitants résument l'enjeu par une phrase simple: si cette richesse ne change pas nos vies, elle ne vaut rien, tout se condense. Songandi ne parle plus seulement de diamants. Il parle de dignité, de justice et de la possibilité, pour une fois, de ne pas subir l'histoire, mais de l'orienter. Et s'il fallait résumer en une phrase, la valeur réelle se mesure dans la durée. La découverte de Songandi dépasse largement la question d'un gisement exceptionnel. Elle ouvre un débat fondamental sur la manière dont une nation transforme une ressource naturelle en stabilité, en équité et en développement durable. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où les décisions collectives compteront autant que les caras extraits du sous-sol. Rien n'est encore joué,
et c'est précisément ce qui rend cette séquence décisive. Dans cette dynamique, les rôles sont multiples. Les habitants des régions proches du volcan, les acteurs de la société civile, les jeunes en quête d'avenir, les entrepreneurs locaux et même les observateurs extérieurs participent en maille tous, à des degrés différents, à la trajectoire qui se dessine. Soutenir la transparence, demander des contrôles lisibles, encourager le dialogue public et refuser les raccourcis deviennent des gestes politiques au sens large. Songandi place le pays face à un choix historique, mais ce choix ne se limite pas au cercle du pouvoir. Il se diffuse dans l'espace public, dans les attentes quotidiennes et dans la vigilance collective. Quelle direction devrait être privilégiée pour que cette richesse devienne un socle commun plutôt qu'un point de fracture?